L'accueil fait, en tout cas moi je fais partie de cet accueil-là, je tiens absolument à ce que le film soit le plus vu possible. J'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, qu'il y a quand même une évolution. Si on parle de la polémique Aya Nakamura, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, bon, c'est circonscrit à Reconquête. Une polémique débile. Oh, bah voilà, bon bah super débile. Parce que... Ben, bien sûr. On n'avait plus que ça comme problème. Oui. Il manquait plus que ça en fait, comme si on n'en avait pas assez. Exactement. On s'est dit, tiens, on va nous rajouter un petit Exactement. Et c'est circonscrit à deux partis qu'on connaît bien dans notre pays, qui sont totalement extrêmes, et le reste des médias ont quand même défendu, avec une partie des politiques, cette idée. Donc je pense aussi que ce film arrive au bon moment pour arriver à un esprit libre, ouvrir les esprits et à laisser les fâcheux s'énerver. Mais la société entière est en train d'évoluer peut-être vers une ouverture d'esprit pour sortir de l'amalgame entre islamistes, musulmans. Mais pour sortir de cet amalgame-là, enfin en tout cas, on en a parlé, pour ça je peux me permettre de parler à la place de Jawad Raïlib, le réalisateur, c'est qu'on est tous les deux, on a baigné dans la culture musulmane, on a grandi là-dedans, on est né là-dedans. Moi, on n'est pas pratiquant, mais moi, dans ma famille, mes parents le sont, par exemple. Et il nous semblait important aussi de pouvoir porter cette voix-là pour casser justement. C'est le silence qui crée l'amalgame à un moment donné. Je veux dire, se taire, c'est considérer que c'est bien ce qui se passe. Et alors pourquoi? Moi, j'ai toujours rêvé, ça fait des années que je rêve qu'il y ait des marches dans la rue de gens de confession musulmane qui disent « not in our name », pas en notre nom. Je veux dire, c'est constamment, moi je me sens à chaque fois constamment salie. J'ai le sentiment qu'on me salit, qu'on me crache sur la gueule à chaque fois qu'il y a un connard qui sort au nom d'Allah et qui commet des atrocités. Et pourquoi je me sens salie? En fait, je me sens salie parce que je me tais. Et j'avais aussi ce besoin de dire non, c'est pas. Moi, j'ai baigné dans la culture musulmane, et je suis désolée, mais c'est pas du tout l'enseignement qu'on m'a inculqué, bien sûr. Qu'on m'a inculqué. Et mes parents sont tout le temps, ma famille, on est tous atterrés à chaque fois. Enfin, le Bataclan, vous ne pouvez pas vous imaginer, comme c'est même le 11 septembre, comme ça a été effroyable pour nous. Et tout de suite, on se sent. J'ai ressenti la même chose, je comprends tellement. Voilà, on a les poils qui s'irrissent et on se sent coupable. Mais pourquoi on se sent coupable alors qu'on n'a rien fait? C'est parce qu'on utilise au nom de Dieu, au nom d'Allah. Mais ce même Dieu qu'en fait mes parents, ou la plupart des musulmans, même la majorité, je ne vais pas rappeler que les premières victimes c'est les musulmans, mais en fait les premières victimes c'est la première personne dans la rue maintenant. Enfin, je veux dire, on est là-dedans là. Et qu'à un moment, je pense qu'on est aussi les antidotes de ce fléau-là. Nous sommes nos propres antidotes, il faut quelque chose pour contrecarrer. Et je pense que nous, en tant que personnes d'origine ou de confession musulmane, culturellement, enfin bref, de près ou de loin, on doit pouvoir élever la voix et dire stop, ne fais pas ça en notre nom. Parce que arrêtez de nous salir toute la journée. Voilà, c'est ça. Voilà, et c'est ça qui est absolument répugnant, et de se dire, il y a un malaise tout d'un coup qui s'inscrit, où tu as envie de te cacher, parce que tu te dis, merde quoi. Et à ce moment-là, tu as envie de ressembler à une Coréenne du Nord, parce que tu n'as pas envie d'être assimilée, de dire, d'avoir des regards de merde. Enfin, c'est terrible d'avoir ça, quoi. Et je pense que c'est bien, et la seule façon de briser ça, c'est de pouvoir mettre des mots sur les mots MAUX. Voilà. Alors pourquoi les gens se taisent, j'en sais rien. Est-ce que c'est par corporatisme? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par peur d'être considéré comme un traître? Et peut-être aussi pour ne pas être vu d'abord comme un musulman et d'être vu comme un citoyen par entière. Il y a peut-être aussi eu cette crainte de se dire je ne vais pas me promener dans la rue en tant que musulman, mais d'abord en tant que citoyen. Bon, pour ce qui concerne la France, voilà. Ça je comprends, mais j'avais ce discours-là il y a 10 ans. Je disais oui, effectivement, on doit justifier, on n'a pas justifié. Mais c'est pas de la justification, c'est comment dire ça, c'est de la... C'est comme arrêter, c'est comme quand on arrête. Moi, je prends ça comme des gifles à chaque fois qu'on me met dans la gueule. Il y a un moment, je la veux pas, ta gifle. Ou alors je te la remets aussi dans la gueule. Et je te dis ça, tu vois, ta mère, tu te la gardes à toi. Ne me mets pas tu vois. Et après, effectivement, il faut qu'il y ait les politiques qui fassent en sorte
il faut qu'on se voit tous comme une espèce de chaîne humaine où chacun apporte sa pierre à l'édifice pour essayer de contrecarrer ce fléau qui sévit depuis des années et qui fait du mal à tout le monde. À tout le monde. Musulmans, pas musulmans, femmes, hommes, tout le monde. Oui, mais pour le moment, quand tu es musulman, c'est quand même difficile à porter. Hein. Vraiment, je souscris. Entièrement. Tu rêves de tout sauf d'être ça. Quoi. Oui. Et alors que c'est horrible de penser de ça, c'est l'histoire de tes origines, l'histoire de ta famille, de tes ancêtres qui est salie. Donc c'est quand même terrible d'en avoir envie par moment de vomir ce que tu es parce que quelqu'un d'autre passe son temps en commettant des atrocités au nom de quelque chose auquel tu crois. Et ça représente quoi d'être musulmane pour toi ? Ça représente pas plus qu'être pour quelqu'un d'autre d'être catholique ou d'être juif en fait. Ça représente quelque chose d'intime que tu portes à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui te lie à un au-delà, peu importe comment tu l'appelles, ce ciel. Mais c'est quelque chose de spirituel. Tu sais, j'ai connu quelqu'un qui me disait un jour, moi je pratique la flûte en fait en priant. C'est quelque chose, voilà, peu importe comment elle s'exprime, mais c'est quelque chose qui s'exprime entre toi et toi. T'es pas obligé de danser tous les soirs sur le toit et le crier sur tous les toits. Je veux dire, et je crois même pas que l'islam demande, je pense même pas que ce soit inscrit dans le Coran de faire ça. Je veux dire, même dans le Coran, je pense qu'on te dit que tu dois pas forcer l'autre. Oui, c'est inscrit. C'est entre toi et toi. Quand tu fais des péchés, normalement, on te dit, il n'y a que Dieu qui le voit. De toute façon, donc c'est entre toi et Dieu. Donc cette espèce oui, c'est quelque chose qu'on porte. Après, moi, j'ai aucun problème, par exemple, par rapport, si on veut parler des signes ostentatoires, moi, qu'une femme porte un voile normal dans la rue et qu'elle veut le porter, moi, j'ai aucun problème à ça. Par contre, le truc oui, où elle est totalement cachée, annulée, quoi. Pas. Bien sûr. Là, là, ça annule. Là, je peux pas. Oui. Il y a comme dit, c'est Banater qui dit la magnifique femme de Banater, Elisabeth, qui disait il y a la connivence du regard, d'un sourire, je veux dire, de se reconnaître en tant qu'être humain. C'est tellement important, c'est tellement indispensable. Et alors, je pense qu'effectivement, quand on rentre dans une institution comme une école, à l'intérieur de l'établissement, par respect pour tout le monde, on n'a pas... Parce qu'on ne sait pas comment le voisin peut le prendre, est-ce que c'est malaisant, est-ce que c'est pas malaisant, on n'a pas à imposer ça à l'autre. Oui. Tu sors de l'école, tu reprends ton voile, tu rentres chez toi, tu fais tes prières, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et je n'ai aucun souci, c'est imposer quelque chose qui est contraignant, d'autant que dans la plupart des pays musulmans, en fait, ça ne se passe pas comme ça non plus. Non, exactement. Donc c'est importé de façon dogmatique. Voilà. Bien sûr. Au Maroc, en tout cas, pour ce qui est du Maroc, ça ne se passe pas comme ça. C'est clair. Et ça n'est pas permis. Et c'est respecté. Bien sûr, sinon c'est la sentence. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, voilà, donc vous avez compris qu'il faut aller voir Amal, 17 avril, je le répète, parce que on vient de le montrer là, c'est une conversation, c'est un débat utile, et ça parle tellement de notre immédiateté que voilà, en ressortant de ce film, on est un peu bousculé, et on se rappelle qu'il y a des choses à faire encore, mais voilà, il y a beaucoup d'espoir quand même dans le film qui est porté, donc ça c'est important aussi de... Mais je veux juste rappeler quand même, pour pas qu'on pense que ce film en fait a été écrit, pensé avant même cette terrible tragédie Samuel Paty, parce que faut pas qu'on pense que qu'il y a un lien direct et que ça, et que ça a été l'élément déclencheur. Samuel Paty n'est pas l'élément. Je n'aime pas dire ça, mais oui, prémonitoire quelque part dans cette écriture-là, quoi. Mais voilà, c'était important de préciser ça, quoi. Voilà. Exactement. Et ça parle de tous les pays, hein. C'est pas un film français et ça nous touche énormément, donc c'est que ça va toucher. Voilà, exactement. C'est là où il y a l'universel du propos. Moscou, c'est pas une demi-heure d'ici. Voilà, exactement. Donc merci beaucoup, Lumna. Merci et rendez-vous en salle. Ouais, à très vite. Plaisir.